On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo La Team Jotoreptile au complet. Donc aujourd'hui on s'occupe des insectes et des fourmis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie fourmis et insectes aujourd'hui. On va commencer tout de suite par une des espèces que je pense vous connaissez le mieux sur ma chaîne. J'ai nommé les Aquariumex Octospinosus. Voilà leur installation, c'est assez conséquent quand même parce que l'installation fait quasiment 2 mètres de long on va dire, si on compte la corde. À gauche vous avez le nid avec tout le champignon, donc je vais pas refaire toute une explication sur la colonie. Il y a déjà eu l'explication dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps sur il y a des princesses dans ma colonie. Donc les princesses sont toujours vivantes, j'en ai plein, j'en ai compté 8 la dernière fois. Il y en a même une qui s'est envolée dans ma chambre. J'ai vu une grosse madame marcher patate, j'ai fait ouah, Kiki t'es fou là toi. Donc voilà, j'ai toujours pas eu de mal, donc je peux pas tenter de repro pour l'instant encore. Je vais essayer de chercher autour de moi s'il n'y a pas des éleveurs qui ont des mâles, mais j'y crois pas trop en ce moment. Donc elles resteront dans la colonie ou les ouvrières les tueront, on verra bien. Ensuite, la deuxième partie de l'installation, vous avez cette petite boîte là que j'appelle la piste d'atterrissage, je sais pas pourquoi, me demandez pas. En gros, ça sert à relier donc le nid que vous voyez qui est dans l'aquarium juste là et l'ADC qui est au bout là-bas. Donc ça permet aux fourmis donc, de descendre de la corde et ça leur permet de réguler le trafic au niveau de l'entrée du nid. Donc l'entrée c'est le petit truc que vous voyez là qui est en laiton, c'est un raccord de plomberie. Hein. Je m'embête pas à acheter des trucs spéciaux fourmis quoi que ce soit, je vais au magasin de bricolage et je regarde ce qui va et voilà. Donc au niveau du nourrissage, c'est surtout du Troène, c'est ce que je donne vraiment toute l'année. Après selon saison, en début de saison, enfin au printemps j'ai de l'érable, surtout parce que c'est les jeunes pousses donc elles adorent ça. Le lilas aussi, l'été, les roses, bon ça on va pas se cacher, les roses elles adorent toutes. Et puis c'est à peu près tout, après je donne quelques trucs en plus selon les floraisons, ce que je trouve aussi autour de chez moi, parce que ça dépend si je suis à Rouen ou à Rennes. Mais voilà pour cette première colonie qui est aussi ma plus importante parce qu'il y a plus de 4000 fourmis dedans je pense. Donc ensuite on va continuer juste là. Hop, viens avec moi petit trépied. Hop. Donc aujourd'hui je suis seul pour filmer donc c'est pour ça que c'est un peu bordélique. Hein. Oui, c'est un peu bordélique comme je le disais. Donc on va s'occuper d'abord de toutes les fourmis même si on passe à côté des boîtes d'insectes. On s'en occupera après. Je veux faire toutes les fourmis d'abord et comme ça ce sera plus simple. Donc ici on a mon espèce, une de mes espèces françaises favorites, c'est les Aphenogaster senilis. Donc c'est un très bon ami qui m'a vendu la colonie, donc la reine est estropiée, elle a que 5 pattes, la pauvre. Mais ça l'en empêche aucunement de nous faire une jolie colonie. Et ça va le coton est à côté, la fenêtre. Hop. Fenêtre poussée. Notre ami le coton, en myrmicose c'est la base. Toujours en avoir à portée de main. Tiens. Hop. Hop. Donc, nous allons essayer de zoomer sur cette colonie. Voilà. Donc avec tout le magnifique couvain que vous pouvez voir au fond du tube. Donc c'est vraiment une espèce assez prolifique une fois qu'elle est lancée. J'ai toujours la dose de couvain. Je sais pas si vous voyez la reine passer sur l'image. Elle est juste là. Elle est pas vraiment plus grosse que les ouvrières, hein, donc pour la reconnaître, faut s'y connaître un petit peu. Donc pour la petite histoire, c'est une espèce qui se reproduit par bouturage, c'est-à-dire que les sexuées ne s'envolent pas en l'air comme avec les autres espèces, mais elles s'accouplent directement dans le nid. Et la nouvelle reine fécondée part avec une partie des ouvrières fonder sa propre colonie un petit peu plus loin. Donc c'est extrêmement dur d'en trouver en élevage par leur spécificité. Et la deuxième spécificité que j'adore chez les Aphenogaster, c'est qu'elles n'ont pas de jabot social. Donc je vous explique, nous on a un estomac qui nous permet de tout manger. Elles ont une première poche qui est le jabot pour elles. Et elles ont le jabot social qui leur permet donc de donner de la nourriture aux autres fourmis. Sauf chez chez ce genre là, le jabot social est atrophié.
Et donc elles peuvent pas transporter de liquide sucré pour nourrir les copines. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des petits morceaux de sable ou de ce qu'elles peuvent trouver, des graviers et tout, et elles les imbibent de liquide sucré et elles ramènent ça dans la colonie pour que tout le monde puisse manger. Il y a aussi un truc assez marrant avec les larves. Mise au point, si tu pouvais revenir sur les fourmis. Il y a un truc assez marrant aussi avec les larves, c'est que contrairement donc, aux autres espèces de fourmis qui nourrissent les larves, ici c'est les larves qui vont se nourrir directement sur les proies. Donc si vous leur donnez un grillon, elles vont amener le grillon dans le tube et les larves vont le déposer directement sur le grillon et elles vont grignoter le grillon comme ça jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Donc là il y a la majorité de la colonie dans ce tube là. Hop, j'ai essayé de me faire manger les doigts, bah c'est raté. Hop. Il en reste une. Non, il en reste une. Donc voilà pour cette petite colonie là. Donc comme vous l'avez vu, bah il y a quand même pas mal de monde. Après le deuxième tube, il n'y en a pas forcément beaucoup, c'est surtout un tube pour qu'elles puissent boire tranquillement et tout. Et parce que le premier tube commence à être un peu serré comme vous avez pu le voir. Hop, donc ça c'est français, c'est au niveau du sud de la France. Ma deuxième espèce française qui sont dans ce petit nid là, c'est des Formica, donc c'est le deuxième genre que j'apprécie le plus en France. Hop, j'ai fait tomber une bouillère là. Reviens là toi. Hop, voilà. Yep. Voilà. Donc là, vous pouvez pas trop rater la reine. Hein. Elle est super grosse, elle court super rapidement, donc c'est des Formica. Hein. Ça court partout, donc là, la colonie, je l'ai mis en début d'année dans le nid, donc elles se sont plutôt bien développées, elles étaient vraiment pas beaucoup. Je les ai mis dans le nid pas forcément à la bonne période. Elles étaient pas assez, mais elles se sont bien développées. Comme vous pouvez le voir, elles occupent maintenant quasiment la moitié du nid. Et pourtant j'ai eu pas mal de mortes cet été à cause du manque d'humidification parce que c'était un nid que j'ai pas fabriqué, donc je sais pas trop comment ça marche l'humidité dans ce petit bordel. Donc voilà. Hop, donc le nid est complet, il y a l'ADC qui est juste là, donc c'est pas très intéressant, c'est juste une boîte plastique. Les Formica, donc c'est des super espèces françaises. Le seul gros bémol, on va dire, c'est qu'il faut 4 mois de diapause. Donc pour ceux qui sont pas très patients, c'est pas le bon truc à faire. Je vous le dis tout de suite. Mais à part ça, sinon c'est une super espèce. Pour mes fourmis, ah oui, il nous reste les Camponotus que vous allez pas pouvoir voir. Donc, vous faites pas gaffe au bordel dans la chambre, hein. Yep. On se déplace jusque là. Tup. Donc je sais pas si vous vous en rappelez des Camponotus thoracicus. J'ai dit une bêtise. Donc elles sont dans le terrarium. Je les vois plus en fait vu que c'est un terrarium. De temps en temps je vois une ouvrière qui se balade en haut. Mais donc je vais pas pouvoir vous en montrer parce que forcément quand je tourne la vidéo il n'y en a qu'une. Mais je vais bientôt les sortir du terrarium. Donc là je rentre à Rennes la semaine prochaine. Donc je vais m'en occuper avant de reprendre les cours. Je vais les remettre en tube pour qu'elles se développent bien. Et je leur ferai un terrain avec des plantes et tout parce que là comme vous voyez c'est un désert un peu leur terrain. Il n'y a plus aucune plante de vivante. C'est super moche et tout. Donc je vais tout refaire. Et je vous montrerai tout ça à l'avancement. Enfin je vous montrerai tout comment je les déménage et tout. Parce que vous allez voir que c'est un sacré bordel pour les enlever de ce terrarium là. Donc je prends une petite cuillère et je fouille comme ça la petite cuillère. Limite pelle par pelle. Sauf que c'est une petite cuillère. Donc ça prend assez de temps et je vous montrerai tout ça. Ça c'était pour toutes mes fourmis, donc à moi. Maintenant on va se diriger dans l'autre pièce et on va regarder les fourmis du caméraman qui est parti, qui m'a abandonné pendant que je voulais tourner la vidéo. On se retrouve dans la chambre du caméraman. Donc c'est un peu plus lumineux que la mienne. Enfin, ces murs sont tout blancs aussi, c'est pour ça qu'ils trichent. Avec ces quelques colonies. Donc il y a eu quelques problèmes avec les colonies en fait. Il y a deux colonies qui n'ont plus de reine. Donc il y a les Messor Barbarus ici qui n'ont plus de reine. Et les Tetramorium, c'est pas les Caspitum, c'est un truc comme ça. Je vous mettrai les noms dans la description, ce sera plus simple parce que je me rappelle plus de son espèce. Donc il reste que les Tetramorium Caspitum et les Camponotus nicobarensis qui sont ici. Donc je vais juste vous montrer rapidement les Messor Barbarus, les Tetramorium similiviae. Il n'y a plus personne dedans, donc ça sert à rien que je vous les montre. Hop là. Hop.
Donc, on va essayer de s'approcher un peu, voilà. Donc voilà la colonie. Enfin, ce qu'il en reste. Il n'y a plus de couvain, mais les fourmis continuent de vivre encore un peu. Donc elles ont un abreuvoir et tout. J'ai cru pendant un moment qu'elles allaient me faire des sexués, mais en fait c'était juste des grosses larves de majors, donc ils nous ont fait des super majors juste après que la reine soit morte. Donc on verra ce que ça donne. Il y a encore des nymphes, donc peut-être j'espère avoir des reines, mais j'y crois pas trop. J'ai pas eu encore de prince avec cette colonie-là. J'en avais eu avec une colo de Formica où la reine était décédée. Mais avec celle-là, pour l'instant, il n'y a rien encore. Donc hop, on remet ça là. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les sacs comme ça, c'est quand je commande mes pièces de PC, en fait, c'est les petits sacs qui donnent avec. Donc celui-là c'est un Corsair et l'autre c'est un LDLC. Donc, hop, on va monter un petit peu. Hop. Trop de boutons sur ce trépied. Donc, ici, nous avons la colonie de Tetramoum Caespitum. Donc, vraiment, toute la colo est quasiment dans ce tube-là. L'autre, c'est juste un tube pour l'humidification pour qu'elle ait un peu à boire. Donc, la colonie s'est super bien développée cette année. On a eu pas mal de pertes l'année dernière. Enfin, il a eu parce que moi, j'étais pas là. Mais là, ça a carrément bien repris. C'est une espèce française qu'on trouve un peu partout sur le territoire, qui est pas forcément super développée en élevage, mais en gros, c'est un petit peu l'équivalent des filles sauf que vous n'avez pas de majeur. Mais au niveau du comportement, je trouve que c'est assez ressemblant. Ça attaque super bien, ça adore la viande, ça aime bien les liquides sucrés aussi, mais c'est une petite préférence pour les insectes. Au niveau du développement, c'est assez rapide. Il y a besoin d'une diapause de 2 mois, de 3 mois. Et ça s'élève à température ambiante, donc moi ça m'arrange, puisque ça évite de mettre des lampes et tout. À côté de ça, on a les petites Camponotus nicobarensis. Donc ça c'est des exotiques asiatiques assez courantes, qui coûtent pas très cher, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout, il y en a beaucoup de gens qui en ont. Ça se développe assez bien. L'avantage, c'est que ça n'a pas besoin de diapose vu que c'est exotique. Et ça peut être polygyne. J'ai un ami qui avait une colonie avec pas mal de gynes. Je crois qu'il l'a toujours d'ailleurs. Il a juste perdu pas mal d'ouvriers. Et c'est pareil, ça mange des insectes. Beaucoup de liquide sucré. Ça a besoin d'une humidité modérée. Donc c'est pour ça que je propose plusieurs tubes. Il y a celui-là qui est entièrement sec, ce tube-là qui est à moitié humide et ce tube-là qui est très humide. Comme ça vous permet de voir un petit peu où elles sont. Il y a du couvain, mais on voit pas beaucoup, il n'y a pas de cocon, il y a que des larves et des œufs. Donc je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Vu que c'est des Camponotus, il y a des majors, donc chez cette espèce-là, les majors ont la tête orangée rougeâtre, un peu comme chez les messeurs, sauf que c'est pas la même couleur exactement. Et c'est pas la même taille non plus, parce que c'est des petites Camponotus, on va dire. C'est quand même assez grand, hein. C'est la taille des Formica quasiment, voire même un petit peu plus grand pour les majors. Mais ça vaut pas des Camponotus crentatus ou Aegus bien sûr. Ça peut s'élever à température ambiante, on peut les chauffer pour que le développement soit plus rapide, mais personnellement j'en vois pas trop l'intérêt. Elle se développe très bien à température ambiante. Je crois qu'on nous avons fait le tour au niveau des fourmis. Après j'ai quelques fondations, j'ai une fondation de Phaenogaster subterranea, j'ai des Temnothorax sp et une fondation, enfin c'est une expérience avec des Lasus sp jaunes. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo où je détaillerai bien l'expérience que je suis en train de faire. Je teste la polygynie, donc je vous montrerai tout ça prochainement. Mais pour l'instant, on va aller retourner dans ma chambre et on va s'occuper de tous les insectes que j'ai à côté des fourmis qui servent à nourrir tout mon petit parc animalier là. Parce qu'il y a besoin de manger quand même beaucoup au niveau des lézards. Donc je vous montre ça juste après. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, une fois les fourmis terminées, on va s'occuper des insectes. Donc on commence avec les blattes, donc c'est des blattes d'Ubia. Donc là c'est un petit élevage, c'est juste le temps que je suis à Rouen. Donc là il y a pas mal de jeunes en fait, la plupart sont dans le substrat en fait. Ils sont cachés en dessous. Voilà, vous voyez il y en a plein dans le substrat. Hop. Donc c'est vraiment une espèce de blatte que j'adore, pour pas le dire autrement. Parce que une fois qu'elles sont lancées, elles se développent assez rapidement.
J'ai pas de souci d'évasion avec parce qu'elle grimpe pas les parois lisses et je peux m'en servir pour nourrir tout le monde, que ce soit les pogos, les skélos, le caméléon, les geckos, les capras. Je peux quasiment nourrir tout le monde avec. Il suffit juste que je choisisse le bon stade, donc soit des subs, soit des petites, soit des adultes. Donc voilà. C'est super simple à élever, donc là vous voyez la boîte est très simple, très simple. Juste une boîte, quelques cachettes, des morceaux de pain pour qu'ils puissent grignoter de temps en temps. On leur donne des légumes pour qu'ils aient de l'eau, des croquettes pour chiens pour qu'ils aient un peu de protéines. Et voilà, on pose ça au-dessus d'un terrain pour que ça soit un peu chauffé et ça fonctionne tout seul. Donc, attends, on ferme la boîte. Si elle veut bien se refermer tranquillement. Voilà. Donc j'ai juste un entrouvert pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dedans. Ensuite, petit trépied, tu vas descendre. Yop. Voilà. Tchop. Tchop. Donc là dans cette boîte là, c'est un élevage de clopards tropicaux. Donc je m'en sers un petit peu pour tester un petit peu. Ça fait beaucoup de petits peu. Pour tester les sacs plastiques biodégradables donc, que vous trouvez dans les magasins. Je m'amuse à les dégrader en fait pour voir le temps que ça prend. Donc là j'en ai mis un à Rennes qui s'est dégradé en 3 mois. Là j'en ai mis, il y en a je sais plus 6 ou 7 je crois, et je vais regarder en combien de temps ils arrivent à les dégrader. En même temps ça leur donne à manger. Sinon ils sont nourris avec des fruits, des légumes, du pain, des boîtes à œufs et des feuilles mortes. Donc c'est assez simple, ça se reproduit assez rapidement et ça permet d'alimenter donc les terrariums bioactifs en décomposteur. Yep. Donc j'ai pas mis de lumière dedans, comme ça ça les évite d'être dérangés. Et moi ça m'évite d'avoir à mettre tout un système électrique. Donc maintenant on arrive sur des choses un peu plus conventionnelles on va dire, donc les grillons. Je vous ferai pas une vidéo détaillée des grillons parce que j'en ai déjà fait plein. Il y en a partout sur internet, vous trouvez des sites et tout pour comment les élever et tout. Donc moi mes boîtes elles sont assez simples. Je mets des copeaux de bois sur le fond, enfin c'est de la sueur, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Vous avez reconnu le truc. C'est le truc pour les lapins, les rongeurs et tout. Ça évite les odeurs, enfin les odeurs trop fortes parce que les grillons dans tous les cas on a des odeurs. Ça leur permet d'avoir des cachettes pour les jeunes. Après je rajoute des cachettes à eux, du pain. Je leur donne des carottes, donc c'est pour la bêta-carotène. Ça permet de faire ressortir les couleurs rougeâtres des animaux. Donc vu que mon frère a un peu rouge, ça tombe super. Après moi j'ai pas trop d'animaux rouges, donc ça me sert pas trop à grand chose. Mais au moins les carottes ça coûte pas trop cher. Ça nourrit bien. Donc ça convient parfaitement à ce qu'on a besoin. Donc je fais pas de j'ai arrêté un peu la reproduction de grillons en fait parce que ça a plu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîte à œufs, de boîte à ponte. De ce côté-là, on a l'installation des criquets. Donc c'est toujours la même boîte plastique que j'avais présentée il y a longtemps. Donc une petite lampe chauffante, c'est une 40 watts achetée en magasin de bricolage très connu, donc je citerai pas le nom. Donc après il y a des grandes boîtes à œufs. Je sais pas si vous voyez les plateaux assez grands. Non, j'en ai pas des entiers qui traînent. Je sais pas si on va les voir. Hop, vous voyez que je mets en travers de la boîte pour que les animaux puissent muer tranquillement. Et qu'ils aient de la place pour s'approcher de la lampe. Ensuite il y a des branches aussi dedans. Le fond, contrairement aux autres boîtes, c'est pas de la sciure de bois. C'est du foin, donc ça permet de leur donner de la nourriture en plus de l'herbe fraîche et des carottes que je donne tous les jours. C'est pareil, j'ai pas de reproduction de criquets parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire de la repos et tout. J'ai un pote à Rennes qui s'en occupe et j'y fais des échanges contre des blattes, donc ça tombe super bien. Il y a un bruit très très bizarre dehors. Et donc voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec. Si vous voulez vraiment, j'irai chez lui, je ferai une vidéo tuto pour vous montrer comment il les élève. Donc il a un grand terrarium de 150-50 où il a une lampe chauffante, des pondoirs et tout. Enfin, je vous montrerai tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Je laisse juste du vivant.
Ils grandissent, ils muent, machin, ils s'éclatent, et après ils sont, hop, dans la bouche des pogos, du caméléon, ou de toute façon il n'y a que ça qui peut la manger. Non, les subs, il y a les capras aussi qui les mangent, et les gigots. J'ai menti. Et le dernier élevage que j'ai, et que en fait j'ai recommencé il n'y a pas très longtemps. Donc je remercie encore la personne qui me les a donnés, si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Donc c'est des vers de farine, là on a les ténébrions en bas, tous les adultes. Hop, donc vous pouvez les voir. Donc moi je m'en sers pas du tout pour les reptiles parce que déjà les adultes on peut pas les donner parce que c'est toxique. Et les vers ont une cuticule assez épaisse qui peut créer des problèmes d'occlusion avec certains animaux, et de plus en plus ça rend dépendant les animaux aux vers de farine, donc j'ai pas envie de m'embêter à qu'ils deviennent dépendants et qu'ils mangent que ça et tout. Je donne une grande variété d'insectes déjà, que ce soit des vers de soie, des teignes de ruche, des grillons, des criquets, des blattes. Après il y a différentes espèces de criquets, il y a différentes espèces de grillons, il y a différentes espèces de blattes que je donne. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec des vers de farine. Je m'en sers pour nourrir les fourmis par contre. Donc pas pour les acromermex parce qu'elles sont végétariennes, entre guillemets. Mais toutes les fourmis que vous avez vues aujourd'hui en fait mangent des insectes. Donc au lieu de piocher dans mes grillons et mes blattes pour nourrir mes fourmis, je me suis dit que j'allais relancer un petit élevage de vers de farine justement pour nourrir mes fourmis. Surtout que j'ai une nouvelle espèce qui va arriver la semaine prochaine. Donc je vous dis pas l'espèce que c'est, mais c'est une espèce dont je rêve. Va y avoir du super travail à faire dessus, des super installations, donc je vous montrerai tout ça. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une des espèces du genre, mais pas la plus courante. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo super prochainement. Mais pour l'instant, on va revenir au vers de farine parce qu'on va arrêter de s'exciter sur les fourmis. Pour l'élevage, donc là, la personne qui les avait séparé tous les stades. Donc en haut, on a les vers. En dessous, on a tout ce qui est nymphes et les adultes qui sont nés. Et en bas, comme vous l'avez vu, vous avez les adultes. Pour l'élevage, on met de la farine, du son de blé, du son d'avoine, enfin tout ce que vous voulez qui est en matière végétale, de graines qui a été soit cassées, concassées, enfin tout ce que vous voulez. On donne des légumes ou de l'eau selon les personnes. On peut donner du pain aussi, enfin tout ce qui est fait à partir de farine et tout. Et après on peut mettre des cachettes qu'on peut humidifier un peu, on peut mettre de l'eau en gelée, enfin on a vraiment toute une diversité, c'est pas les insectes les plus difficiles franchement. On peut s'en servir aussi pour nettoyer les cadavres, pas les cadavres d'humains, vous évitez de tuer des gens, mais les cadavres de reptiles pour récupérer les os. Donc moi c'est ce que j'avais fait avec des anolis, je sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je m'en étais servi et j'avais pu récupérer comme ça tout un petit squelette d'anolis, donc d'un de mes anolis qui était mort, je sais plus où je l'ai mis, donc je peux pas vous montrer tout de suite, mais voilà. Hop, du coup on a fait le tour de toutes les bestioles à 6 pattes que j'ai chez moi. Ouais, je vois pas d'autres bestioles à vous présenter. La prochaine partie donc sera sur mon aquarium, donc je vais vous le présenter en entier, enfin avec toutes les petites bébêtes qui se trouvent dedans et tout. Malgré qu'il y ait déjà eu une vidéo où je vous ai dit tout ce qu'il y avait dedans. Je vais vous parler aussi des futurs projets de la chaîne, donc les nouvelles espèces, ce qui va se passer, ce qui va arriver, enfin bref. Et aussi, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être une surprise. Je maintiens ma petite surprise avec peut-être une vision du caméraman. Vous savez à quoi il ressemble, à quoi il sert à filmer, vous allez me dire, mais pas que ça. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la partager aussi sur les réseaux sociaux si vous avez possibilité, que dans vos contacts il y ait des gens qui sont intéressés par la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde en plus qui regarde ces vidéos, qui s'abonne. Et je vous invite aussi à regarder les prochaines vidéos qui vont sortir parce qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Normalement mercredi il y a l'aménagement d'un terrain de gecko léopard avec des choses récupérées dehors, donc entièrement gratuit. Dimanche prochain il y aura un tutoriel sur un système de pomification normalement si je reçois les pompes à temps. Donc voilà, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve pour de prochaines aventures.